Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Au sommaire de notre point d'actu, des nouvelles sur DBV, Género et Valneva. Et puis en seconde partie d'émission, nous recevrons Stanislas Veillé, PDG de Biofitis. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actualité Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Et on commence, ça va presque devenir une habitude, on va encore parler de DBV cette fois-ci. Et on reparle de DBV. Il y a encore des nouvelles, vous allez me dire. Voilà, il y a une bonne occasion de le faire puisque la société a levé en fin de semaine dernière 172 millions d'euros, comme ça en 3 jours, dans le cadre d'un placement privé et d'une augmentation de capital à la fois sur le Nasdaq et à Paris. C'était attendu, prévu non, mais parce que le management était resté assez flou sur le timing de cette opération, mais c'était attendu parce que d'abord le produit, il y a des frais de lancement commerciaux et marketing qui commencent dès maintenant. Hein. Je rappelle que DBV attend une autorisation de mise sur le marché pour Viaskin Peanuts en 2019, donc c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut investir dans le marketing. Il y a un concurrent direct, c'est Aimmune, l'américain, qui lui aussi a un produit, qui lui aussi vient de lever 202 millions de dollars, c'était au début du mois de mars, pour faire du marketing. Donc là, il y a vraiment deux champions qui sont dans les starting blocks. Il s'agit de ne pas se laisser distancer. Voilà, et puis la trésorerie de DBV, c'était 138 millions d'euros fin 2017, c'est moins d'un an de fonctionnement au rythme de 2017, donc il fallait de toute façon lever des fonds. Mais alors attendez, si je fais calcul rapidement, 138 millions, il lève 170 millions, ça veut dire que début 2019, il faudra peut-être repasser par la case augmentation de capital ou levée de fonds pour à peu près le même montant? Il faudra probablement repasser à moyen terme par la case refinancement, probablement avant effectivement l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché attendue au deuxième semestre 2019. Il ne lève pas tout d'un coup, d'ailleurs Aimmune non plus n'a pas tout levé d'un coup. Il n'y a pas de DPS par contre. Hein. Il n'y a pas de DPS, c'est un placement privé à Paris, mais il y a une décote qui est relativement faible par rapport au cours actuel, si on ne se réfère pas évidemment à ce qu'était le cours de DBV en 2017. Mais oui, ils s'y préparent, ils le referont, ils espèrent, je pense, qu'une fois l'AMM en poche, le cours de bourse sera nettement remonté, la dilution sera plus faible pour une nouvelle opération. Ça ne servait à rien de lever tout de suite des sommes plus importantes. C'est déjà beaucoup. Ouais, très bien. En deuxième, on va parler de Género Biotech Suisse, qui est spécialisé dans la sclérose en plaques, enfin qui développe un candidat médicament dans la sclérose en plaques. On se souvient qu'en août 2017, si je ne m'abuse, il y avait eu un coup de Trafalgar, puisque en fait, il y avait eu des résultats décevants sur leurs produits. Et à l'époque, Género nous avait dit, attendez, ce sont les résultats à 6 mois, il faut attendre à 12 mois. Le candidat médicament va faire les preuves de son efficacité. On y est, on a les résultats à 12 mois, et qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne une promesse à moitié tenue parce que, effectivement, c'est le même produit. C'est donc les résultats à 12 mois qui viennent d'être publiés. C'est GNBAC1, c'est ça? Exactement, dans la sclérose en plaques rémitante récurrente. Donc la principale composante de cette pathologie, avec 85% des patients. Le produit a du potentiel, il a démontré son efficacité sur certains critères de neuroprotection, mais sur le critère principal qui est l'inflammation, il n'a pas atteint le critère principal, pas plus qu'il y a 6 mois. Donc on a des résultats en demi-teinte, des résultats marche un peu, mitigés. Mais pas complètement. Il y a du potentiel, beaucoup d'investisseurs fin août. C'est quelle phase, Pierre-Louis, pardon? Alors c'est la phase 2B, c'est-à-dire qu'il reste une étape, la phase 3, la phase finale. Et on va y revenir. Mais ce qui veut dire que fin août, les investisseurs avaient un petit peu pour beaucoup 1000 produits à la poubelle, le cours avait baissé des 2 tiers. Oui, ça avait été très violent. Littéralement fondu. Là, le cours repart de plus de 20%. Il y a des choses dans ce produit. 20% en une séance, il faut le dire. Exactement, celle de lundi. C'est plutôt apprécié quand même les résultats. C'est plutôt apprécié, mais on est encore loin du cours qu'on avait mi-2017. Il y a des choses dans ce produit. Il y a du potentiel indéniablement, mais ce n'est pas forcément le produit qu'on attendait, le profil qu'on attendait au moment de l'introduction en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important parce que ce produit il est sous licence. Oui, vous me disiez qu'ils n'étaient pas tout à fait maîtres de leur destin. Ils ne sont pas maîtres de leur destin parce que ce produit est sous licence du groupe Servier, qui a une option, qui va lever ou non son option d'ici la fin de l'année pour financer la phase 3, la plus coûteuse, la phase finale. Est-ce que Servier va voir ce potentiel-là? Va dire banco. Peut-être changer ses plans, il pourrait faire des combinaisons, il pourrait viser une autre forme plus rare de sclérose en plaques où le produit serait mieux adapté. Est-ce qu'ils vont chercher à renégocier les termes? Est-ce qu'ils vont dire non, on y va comme prévu? Est-ce qu'ils vont dire on n'y va pas? Il y a
au-delà de ces résultats en demi-teinte, il y a l'incertitude de la stratégie de l'industriel dont on ne sait pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas une société cotée, on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ce produit. C'est une épée de Damoclès et donc ça, la réponse, on l'aura d'ici la fin de l'année, c'est ça? Exactement. Bon. Et on termine par votre coup de cœur, Valneva, spécialiste des vaccins. Pourquoi ce coup de cœur? D'abord parce que le 19 mars, ils ont publié les premiers résultats cliniques, donc c'est une phase 1 d'un candidat vaccin, VLA15, dans la maladie de Lyme. Ah, c'est des tiques, ça? Positif. Exactement. C'est une tique infectée. C'est une maladie véhiculée par les tiques, une maladie infectieuse très mal diagnostiquée. Hein, on a longtemps dit que c'était une maladie anonyme, personne ne la connaissait. Oui, parce que les symptômes peuvent être confondus avec beaucoup de choses. Or, c'est une maladie qui, en plus de ce caractéristique-là, est en pleine expansion en Europe et aux États-Unis. Donc il y a vraiment un marché qui est très intéressant. Alors c'est le début, mais c'est intéressant d'abord parce que ces résultats ils sont positifs sur toutes les sous-catégories de la maladie de Lyme. Il y a plein de différents types de maladies de Lyme, c'est bien le problème. Voilà, alors le vaccin cible 6 souches différentes donc, sur lesquelles il est en réponse. C'est aussi intéressant dans l'histoire de Valneva, parce que Valneva c'est une société qui s'est un petit peu repositionnée ces dernières années sous un profil commercial avec des vaccins commercialisés dans l'encéphalite japonaise, dans la diarrhée du voyageur, qui a recouvre une capacité à générer de l'EBITDA, mais en même temps, c'est une société qui ne fait plus tellement rêver les investisseurs parce qu'elle a, c'est plus vraiment une biotech, elle a ce profil commercial. Le cours n'a pas tellement bougé d'ailleurs. Hein, et le cours n'a pas beaucoup. Ça, c'est normal, c'est une phase 1. Il y a encore beaucoup de prudence. Mais ce qui est intéressant avec ces résultats, c'est que la société a par ailleurs, tout ça depuis le début de l'année, initié une phase 1 dans le virus Zika et une autre avec un autre candidat vaccin dans le chikungunya. C'est-à-dire qu'en quelques mois... et les moustiques, en gros. Hein, si voilà, des maladies infectieuses, mais ça, c'est le cœur de métier de Valneva. La vaccination contre ces maladies-là. Donc on voit en quelques mois, depuis le début de l'année, la société se reconstituer un portefeuille, certes assez précoce, mais quand même en phase clinique, avec 3 produits qui visent des gros marchés. Et ça veut dire que dans quelques années, quand ça avancera un peu, au-delà de l'EBITDA, au-delà des résultats commerciaux, il y aura ce potentiel, ce catalyseur pour une vraie revalorisation de l'action. Parce que faut bien comprendre que ce qui fait rêver les investisseurs dans les biotech, ce n'est pas un EBITDA, même s'il est en croissance de 10%, c'est des produits potentiels blockbusters qui pourraient un jour être achetés par des industriels, qui pourraient être un jour faire l'objet d'accords de licence. Donc si je vous écoute bien, c'est peut-être précisément parce qu'ils ne font pas rêver en ce moment que c'est intéressant. C'est parce qu'il y a ce pipeline qui est émergent et qui est une réserve de valeur. Voilà. Eh bien écoutez, merci pour ce coup de cœur Pierre-Louis Germain. Tout de suite, l'interview. Et je reçois sur le plateau pour l'interview Stanislas Veillé, PDG de Biofitis, biotech fondée en 2006, introduite en juillet 2015 et spécialisée dans les pathologies liées à l'âge. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors, vous avez reçu récemment l'autorisation de recruter des patients aux États-Unis et en Belgique pour votre candidat médicament destiné à traiter la sarcopénie. Comment se passe cette phase de recrutement? Certains disent aussi, Stanislas, qu'elle a pris du temps, peut-être trop de temps. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Eh bien, que nous en sommes aujourd'hui à une centaine de patients qui ont été recrutés dans le cadre de l'étude observationnelle SARA dans 10 centres aux États-Unis, en Belgique, en France, en Italie, l'essentiel aux États-Unis. Et que nous avons donc obtenu les autorisations de la FDA, de l'agence belge, qui nous a conseillé dans le plan de développement clinique de cette étude, ainsi que l'agence européenne du médicament. Et voilà, le recrutement dans le cadre de l'étude interventionnelle est incessant, est imminent, excusez-moi, et devrait arriver dans les prochaines semaines. Bon, sur le déroulement de cet essai, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a eu peut-être le temps de maturation, de définition? Vous avez été un petit peu des pionniers, des défricheurs de ce qu'était la sarcopénie, et en fait de poser les règles de ce qu'allait être cette maladie et du traitement qu'il allait falloir lui appliquer? Oui, c'est une nouvelle maladie, et donc... nous sommes les premiers. Elle se caractérise par la fonte musculaire, hein, c'est ça, notamment. Il y a des symptômes. Effectivement, elle se caractérise par la fonte musculaire et la perte de mobilité, et il faut les deux. Et jusqu'à présent, toutes les études avaient été conduites uniquement chez des patients dont la fonte musculaire était cliniquement le critère d'inclusion ou le critère suivi dans l'étude de l'efficacité des médicaments principal. Nous, dans notre étude, on s'intéresse d'abord à la mobilité, la perte de mobilité. C'est le critère principal de notre étude. Il fait partie des critères d'inclusion. Et c'est donc la première étude jamais conduite intégrant ces deux critères, fonte musculaire et perte de mobilité. C'est un gros marché, la sarcopénie, aujourd'hui? C'est une trentaine de millions de patients dans le monde. Et alors, vous êtes
Leader, on pourrait le dire en ce moment, on est leader, ouais. La première biotech, on est les plus actifs dans les congrès, grâce à ce travail de fond qui est fait, que vous venez de rappeler. Mais de très grandes sociétés s'y intéressent. Je me suis dit que Novartis était un petit peu sur un champ d'application assez proche. Tout à fait. Ouais. Ils ont développé leurs produits dans différentes cachexie et dont la sarcopénie et des maladies génétiques aussi orphelines. Et sont en train de terminer leur phase 2 avec leurs produits bimagrumab. Non, c'est très bien. Vous savez, c'est une très très grosse indication. Et d'avoir une société et un laboratoire pharmaceutique aussi prestigieux à nos côtés nous semble être une très très bonne manière finalement de poursuivre le développement clinique du produit, le valoriser et ouvrir ce nouveau marché qui est vierge de tout médicament, de tout traitement aujourd'hui. D'accord. Alors moi je voulais revenir avec vous sur une autre actualité. Vous venez de déposer pour ce même produit Sarconeos des demandes de désignation de médicaments orphelins dans la maladie de Duchenne. Alors, la maladie de Duchenne, c'est une maladie pédiatrique, la sarcopénie, c'est gériatrique, c'est une maladie d'origine génétique, alors que la sarcopénie est liée au vieillissement. Alors, quel mécanisme, finalement, quel mécanisme en commun pour Sarconeos dans ces deux pathologies apparemment totalement différentes? Alors, en fait, pour nous, la myopathie de Duchenne était un modèle de vieillissement accéléré musculaire du muscle d'origine génétique, la mutation sur le gène codant pour la dystrophine, qui entraîne en fait un problème d'apparition de fibrose liée à l'épuisement des capacités régénératrices des muscles, en particulier des muscles de la mobilité, des muscles de la respiration et du muscle cardiaque. Et c'est donc à l'origine de cette dégénérescence chez les patients, enfants, donc atteints comme un vieillissement accéléré. de myopathie de Duchenne. C'est un vieillissement accéléré. Et il se trouve que le mécanisme d'action de notre produit, au travers de l'activation du gène MAS, du récepteur MAS, finalement a le potentiel de stimuler les capacités régénératrices du muscle, de limiter l'apparition de la fibrose, qui sont communs à la fois chez les enfants atteints de myopathie de Duchenne ou chez les personnes âgées atteintes de sarcopénie. Alors, le timing, en deux mots, sur ce programme de développement dans la maladie de Duchenne? Alors, nous avons donc déposé les demandes de désignation comme médicament orphelin il y a quelques semaines maintenant en Europe. On va le déposer aux États-Unis et on devrait avoir la désignation cet été, peut-être en mai. Suite à ça, nous pourrons démarrer une étude qui permettra de préciser en fait la pharmacocinétique de la formulation. Voilà, c'est une phase 1-2 en fait, puisque c'est une formulation pédiatrique particulière qui est en train d'être développée, qui sera testée chez les enfants atteints de myopathie de Duchenne dans toutes les tranches d'âge, très jeunes, 2-3 ans jusqu'à 18 ans. Un mot peut-être sur Macuneos, qui est donc le deuxième produit du portefeuille de développement de Biofitis dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous en êtes où de ce programme? Alors, nous continuons à travailler sur ce projet, et l'étude en particulier de pharmacocinétique MAC-APK, qui doit démarrer cet été en Belgique, et qui délivrera ses résultats à l'automne, donc comme prévu, et qui sera suivi d'une étude d'administration chez les patients dans 10 centres en Europe pendant 3 mois, de 3 doses différentes de Macuneos, où là on regardera, et les résultats tomberont donc en 2019, un certain nombre de paramètres qui nous permettront de regarder l'activité du produit. Ce sont des biomarqueurs de l'efficacité du produit. Il y a eu beaucoup d'échecs dans cette indication. Qu'est-ce qui vous fait penser que Macuneos pourrait faire la différence? Que vous pourriez faire la différence, oui. Alors, c'est parce que notre produit, il agit sur un mécanisme qui ralentit le processus dégénératif associé, vous le savez, au stress photooxydatif, qui est à l'origine de la dégénérescence de la rétine. Et donc, il s'adresse à des patients qui sont à un stade dit intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ont déjà les premiers signes
de la maladie, l'apparition de drusène, mais ils n'ont pas encore de perte d'acuité visuelle importante. Et notre produit est là pour ralentir cette dégénérescence. C'est un traitement préventif en quelque sorte. C'est un traitement, oui, on peut dire préventif, même si la maladie est déjà bien diagnostiquée, mais préventif au sens où la fonction visuelle n'est pas encore atteinte. D'accord. Et c'est donc un stade relativement précoce. La plupart des études qui ont été conduites jusqu'à présent s'intéressaient à des patients qui avaient un stade plus évolué, avec déjà des pertes d'acuité visuelle, par exemple les produits qui bloquaient l'activation du complément, donc qui ont des effets anti-inflammatoires. Et ces produits-là, effectivement, n'ont pas démontré leur efficacité. Et en phase 3, des produits ont été arrêtés, ce qui nous conduit, nous, à faire un travail important avec les agences réglementaires, avec les cliniciens, pour bien designer l'étude un peu comme pour la sarcopénie, finalement. Un peu comme la sarcopénie. Exactement. Bon, on le voit, beaucoup de projets, beaucoup d'essais, d'études à venir. Vous avez publié votre situation de trésorerie. Elle était à peu près de 20 millions d'euros à fin 2017 pour une consommation de liquidité, le cash burning, comme on dit parfois, d'un peu plus de 11 millions d'euros. Vous êtes à l'aise pour faire face aux différentes échéances qui vous attendent cette année ? Alors, l'étude principale, ce qui va créer de la valeur dans les prochains mois, dans l'année prochaine, c'est évidemment l'étude dans la sarcopénie de phase 2B, une étude très importante pour nous. Phase 2B, Effectivement, mais nous avons déjà fait toute une série d'investissements dans le cadre de l'étude observationnelle. On a déjà ce pool de patients. La moitié des patients ont en fait déjà été pré-recrutés. Donc, il faut voir l'investissement de cette phase 2B, qui est la somme de ces deux études, observationnelles et interventionnelles. Donc on a les moyens de financer jusqu'au bout cette étude, dont on attend les résultats au premier semestre 2019. On a aussi les moyens de conduire l'étude de pharmacocinétique dans la DMLA, MACA-PK. Voilà, et ce qu'on a indiqué, c'est dans la myopathie de Duchenne, qui est une indication secondaire pour nous, qui nous permettrait finalement d'élargir le potentiel, diminuer le risque, d'avoir une exclusivité liée au statut de médicament orphelin, d'avoir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle plus rapide, et tous ces avantages-là, et que nous avons les moyens de préparer cette étude, c'est-à-dire d'aller jusqu'au premier patient traité, j'espère avant la fin 2018. Merci Stanislas Veillé. Merci. Le journal des biotech, c'est désormais terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines, toujours en compagnie de Pierre-Louis Germain, pour une nouvelle édition. À très bientôt.